à toutes et à tous, bienvenue dans Rencontre. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très intéressant. Imaginons dans 10 ans, vous ayez à la maison un robot qui fait des tâches ménagères et joue au Go avec vous. Mais vous savez que vous avez peu de chances de gagner car tout récemment, l'un des meilleurs joueurs du monde au Go a été battu par l'ordinateur de Google AlphaGo. Un match qui a suscité beaucoup d'attention et de curiosité, mais aussi fait naître beaucoup d'inquiétudes sur l'avenir de l'intelligence artificielle. Alors, faut-il se féliciter des progrès ou en avoir peur? Aujourd'hui, nous allons essayer de trouver une réponse avec nos invités, mais avant cela, je vous invite à regarder un reportage. C'est une rencontre historique entre l'homme et la machine qui s'est déroulée du 9 au 15 mars 2016 à Séoul. Le Sud-Coréen Lee Sedol, considéré comme le meilleur joueur de Go au monde, a affronté durant une série de 5 matchs AlphaGo, l'intelligence artificielle développée par DeepMind, une filiale anglaise de Google. C'est finalement le superordinateur qui a dominé l'homme sur le score sans appel de 4 points à 1. Après la victoire du Deep Blue d'IBM sur le champion d'échecs Garry Kasparov en 1997, c'est un nouveau triomphe pour la machine et plus formidable encore. Car le jeu de Go, né en Chine il y a plusieurs millénaires, est bien plus complexe que les échecs. Le tablier de 361 cases, quadrillé de 19 lignes horizontales et 19 lignes verticales, offre plus de configurations possibles qu'il n'y a d'atomes dans l'univers. Grâce à ces couches de neurones artificiels imitant ceux du cerveau humain, couplées à la puissance de calcul des ordinateurs, AlphaGo a triomphé sur l'intuition et la créativité humaine. Une victoire qui marque une nouvelle étape dans l'histoire de l'intelligence artificielle, mais qui inquiète aussi ses détracteurs. Dans un futur pas si lointain, l'IA va-t-elle développer une intelligence qui dépasse l'entendement humain? Faut-il déjà avoir peur des machines? Les défaites récentes de l'homme contre la machine suscitent certaines inquiétudes parmi le grand public, mais il y a aussi beaucoup de gens qui pensent que c'est un fantasme de croire que les ordinateurs vont prendre le pouvoir sur les humains. Sur notre plateau aujourd'hui, Monsieur Xu Tiebing et Monsieur Wang Kun, vous êtes tous les deux sociologues. Alors, on sait que ce match n'implique pas seulement l'aspect technologique, mais aussi il y a un aspect social. Donc aujourd'hui, nous allons plutôt discuter de cet aspect social avec vous. Alors, la première question, après le match, en fait, le joueur sud-coréen a déclaré c'est moi, Lee Sedol, qui a perdu, mais pas l'humanité. Et il a aussi déclaré qu'il n'avait jamais senti une telle pression. Pensez-vous que l'aspect psychologique a beaucoup joué dans sa défaite, Monsieur Xu? Absolument. Moi, je pense que quand il a dit « vaincu l'humanité », c'est un peu trop exagéré. Finalement, c'est que personne n'est incarnation de l'humanité. Simplement, c'est que l'ordinateur a vaincu une fois de plus un individu, tout simplement, un joueur. Mais quand même, c'est l'un des meilleurs joueurs du monde. Ça représente quand même un niveau pour l'humanité. Oui, mais c'est ce que là, moi, je vais expliquer. Finalement, qu'est-ce que c'est l'ordinateur avec, bien sûr, un fort intelligence artificielle. Simplement, ça se joue comme une équipe. Une équipe, c'est-à-dire qu'il concentre, qu'il rassemble l'intelligence, l'expérience de beaucoup de joueurs, tandis que l'autre, c'est même si le champion numéro 1 du monde, le Big Brother, finalement, il est simplement comme tout humain, avec ses défauts, avec ses psychologies, avec ses faiblesses, avec ses émotions. Alors, une équipe contre un individu, ça, ce n'est pas un jeu, disons, tout à fait égal. Ce n'est pas un jeu équitable, selon vous. Mais le créateur d'AlphaGo a déclaré de son côté, effectivement, ça rejoint un peu ce que vous dites, AlphaGo peut calculer des dizaines de milliers de positions par seconde, et il a dit, mais ce qui est incroyable, c'est que Lee Sedol a été capable de rivaliser ça avec le pouvoir de son cerveau. Mais n'est-ce pas là clairement affirmer la supériorité de l'intelligence artificielle contre l'humanité?
En fait, c'est une question intéressante. Si nous pouvons nous rappeler un petit peu, en 1997, il y avait déjà une machine inventée par la compagnie IBM qui s'appelle Bleu Profond, donc qui est un ordinateur sur l'échelle internationale, qui a aussi eu une scène comme ça. Donc c'était Kasparov qui était le champion du monde de l'échec, qui a en fait finalement, à travers six tours, a perdu devant cet ordinateur qui n'était pas aussi intelligent que AlphaGo d'aujourd'hui. Mais en fait, on avait déjà ce genre de questions, d'interrogations. Et cette interrogation nous accompagne depuis assez longtemps, à partir de l'invention de l'ordinateur des années 1980, surtout quand ça se généralise donc, comme un ordinateur individuel. On a toujours ce souci de savoir si l'intelligence de l'ordinateur, ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, que les hommes ont créée, vont finir par l'emporter dans ce monde et de contrôler le monde humain. Et en plus de cela, dans la culture cinématographique américaine, il y a toute une série de films qui racontent ce genre d'histoire. On a beaucoup imaginé un jour le monde est occupé par l'ordinateur et l'homme donc combat l'ordinateur en revenant dans le temps, etc. Donc il y a toute une série de films qui racontent ce genre de psychose, de peur, mais jusqu'aujourd'hui, comme M. Xu avait rappelé, en fait, l'ordinateur, le travail qu'il a fait, c'est qu'il a rassemblé toutes les expériences qu'on a pu procurer de l'histoire humaine. Et en plus de cela, il s'est doté de la capacité de calculer. Donc il a calculé les mouvements, mais en même temps, il a aussi calculé la chance de gagner. Donc il y a ce qui montre en fait une grande capacité de calcul et de stockage, de mémoire de l'ordinateur, alors que tout ce qui est derrière ces machines, donc l'intelligence artificielle, c'est que ce sont les ingénieurs. Donc c'est David Silver et M. Huang qui est derrière. Donc c'est une machine AlphaGo qui avait fait cette conception et qui en fait a voulu que la machine, donc qui est dotée de plein de ressources plus que bien sûr que M. Li à ce moment-là, est à l'abri de l'influence de l'émotion, de pouvoir gagner ce match. Alors ce qui n'est pas considéré comme pardon, comme une victoire de la machine vis-à-vis de l'homme, donc tout simplement. Vous avez évoqué beaucoup de choses intéressantes. Ce que ça m'évoque quelque chose, c'est que cette fascination pour l'intelligence artificielle, mais je me rappelle que c'est surtout concentré aux États-Unis. On voit beaucoup de films, les science-fiction, c'est surtout américain. Pensez-vous qu'il y a cette spécificité des États-Unis envers ce genre de science-fiction? Comment expliquez-vous cela? C'est-à-dire sur une... Est-ce qu'il y a une spécificité? Oui, c'est-à-dire la culture de masse en général. C'est qu'aux États-Unis, on conçoit, on s'avance, on rêve toujours l'avenir. C'est lié avec le fondement culturel. Tandis que, relativement comparé, les autres nations, en général, ne sont pas si prompts dans cette disons, aventure. Je dirais, revenons encore une fois sur M. Wang qu'on avait bien dit. Finalement, l'ordinateur a montré une suprématie en quoi? Surtout en vitesse. Parce que c'est programmé, c'est noté, enregistré, disposé. Et puis quand on joue dans une situation, on a tout de suite fait le jugement. Alors on recherche dans les stocks quelle est la meilleure option. Et en ce terme de calcul, c'est beaucoup plus rapide que l'homme. Mais finalement, c'est que l'ordinateur reste encore, à mon avis, encore un humain. Quand l'homme joue, l'homme c'est sentimental. Il a des angoisses, il a des émotions, il a certains chocs psychologiques, il a des fatigues, etc. etc. Tandis que l'ordinateur, c'est quoi? C'est rationnel, opérateur, froid. Oui, c'est 100% rationnel. Hein. C'est pour ça que certains disent que cela tue un peu
le mystique du jeu, l'aspect, je pense pour les jeux, il y a un aspect de divertissement. Voilà. Mais tandis que là, si c'est très froid, c'est des calculs contre les calculs, à quoi ça sert finalement? Oui, c'est ça. En fait, pour l'homme, l'intérêt du jeu ne réside pas seulement, uniquement dans le fait qu'on mesure un petit peu la capacité de calcul des deux hommes. Il y a ça. Mais en fait, il y a beaucoup d'autres facteurs, comme M. Su avait rappelé, la fatigue, l'émotion, donc la condition extérieure, etc., donc, qui influencent la décision, donc le raisonnement de l'homme. Donc c'est ça qui ajoute cette partie charmante d'imprévisibilité des jeux. Donc c'est ça ce qui rend les jeux imprédictibles et intéressants. Ouais. Et ce qui est dommage pour moi, c'est que quand je vois le direct, par exemple, ça sera intéressant de voir le visage de la personne qui joue, s'il est angoissé devant le temps qui diminue. Donc ça fait partie de la beauté du jeu. Moi, j'ai joué, disons, la carte et l'échec avec l'ordinateur. Ah oui. Ça n'a jamais produit la même joie qu'on joue avec des copains, avec des amis ou des adversaires. C'est tout à fait différent. Et finalement, quand on organise les compétitions internationales, c'est encore humain contre l'humain, au sens propre. L'ordinateur peut devenir un équipement supplémentaire pour l'entraînement, pour le mesurage, mais pas plus. Ce n'est pas la même joie, parce que quand on joue, il y a quoi? L'admiration, se moquerie, certaines réactions, surtout par exemple quand on est en difficulté. Il s'agit aussi en épreuve, je dirais, de calcul, de capacité, d'état psychologique, etc. Et avec l'ordinateur, ça disparaît totalement. Finalement, ce que je dis, ça, c'est pas du tout très humain. Vous avez évoqué justement quand vous jouez l'échec ou la carte avec l'ordinateur, en fait, il y a d'autres jeux. Et pour certains, le Go était jusque-là considéré comme le Graal de l'intelligence artificielle parce que la dernière fois c'était l'échec, donc on pensait que finalement c'est pas énorme, donc maintenant c'est le Go. Mais il y a aussi des gens qui disent qu'il faut jouer à la carte. Et il faut jouer de mahjong chinois. Ça, c'est plus difficile. Quel est votre avis? Oui, en fait, il y a ce côté d'amélioration de la technologie, c'est-à-dire une grande capacité de calcul dont on ne disposait pas avant. Et aujourd'hui, de plus en plus, avec l'évolution de la technologie, les ordinateurs peuvent calculer de façon très rapide, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, des dizaines de milliers de fois en une seule seconde. Et donc, c'est en même temps une évolution de compréhension de l'homme sur les jeux que l'homme a inventés. Donc, il y a règles du jeu, il y a aussi les différentes modalités de jouer, il y a aussi les expériences qu'on a accumulées du passé, les gens de quelle manière ils peuvent donc déployer ces stratégies dans les jeux, donc sur l'échiquier, etc. Donc, c'est à la fois donc l'amélioration de la technologie qui est capable de comprendre l'homme. Et il y a d'autre côté la compréhension de l'homme sur lui-même, sur les jeux qu'il a inventés, donc de décortiquer la façon dont il a joué. Donc on compte beaucoup sur l'intuition quand on joue. Il y a le côté de la chance. Et la chance aussi. On conclut toujours, c'est la chance. Mais en fait, il y a le côté de l'intuition, il y a plein de facteurs humains qui influencent. Et c'est pour cela que ça apporte la joie. C'est un peu comme les deux équipes de match de football. Dans un match de football, alors que si les deux équipes sont équipées de deux marques différentes de repos, donc ils sont équipés de façon différente, deux compagnies avec les marques différentes, avec les intelligences artificielles différentes, alors le résultat est déjà prédestiné, alors que pour un jeu de match de football, pour les humains, alors c'est tout autre chose. On ne peut pas prédire, surtout pour les deux équipes qui ont un niveau similaire. Donc on ne peut pas juger si l'un va l'emporter sur l'autre. Il serait très difficile. C'est comme on dit, le football est rond. Alors sur l'échiquier, c'est pareil. C'est-à-dire il y a beaucoup de facteurs qui viendront influencer. Donc on conclut comme la chance. Mais pour l'ordinateur, c'est plutôt un prolongement de la capacité humaine de mémoriser des choses, de calculer, mais en même temps
cela aide l'homme à comprendre ses propres gestes en cas humain, mais qui doivent être traduits en langage de l'ordinateur, tout simplement. Et monsieur Xu. Quand on joue les jeux ou les Go ou l'échec, etc., c'est toujours une relation bilatérale. C'est moi et l'adversaire. Quand on joue, par exemple, la carte ou les autres jeux, ça devient quoi? Un jeu multilatéral. Il faut souligner à notre téléspectateur que le Go est joué par deux personnes, tandis que la carte ou le mahjong chinois est joué par plusieurs personnes. Et jusqu'à maintenant, l'intelligence artificielle n'est pas vraiment fait de grands progrès dans les jeux multilatéraux. Ça, c'est encore, je dirais, un terrain reste vierge. Mais on dit que l'ordinateur va finalement emporter tous les jeux qui dépendent de calcul. Mais l'homme a la chance de gagner seulement pour les jeux qui dépendent de la chance. Possible, mais quand on pense à un autre jugement, finalement, l'ordinateur, avec des robots comme des calculatrices, c'est quoi? Ça se joue surtout en vitesse, en mémoire, en réaction et en option. Et c'est finalement, c'est quoi? C'est un opérateur manipulé, préparé, prédisposé par une équipe humaine aussi. Et c'est pas, disons, en apparence, c'est un combat entre robot, ordinateur et humain. En réalité, c'est quoi? C'est encore une compétition, un concours entre une équipe humaine et un individu humain. Mais justement, sur ce point-là, en fait, derrière ces créations, on voit effectivement encore des humains, en fait. Ce sont les hommes qui ont créé l'ordinateur, finalement. Mais pensez-vous que, finalement, les grandes sociétés de technologie, comme Google, auront une suprématie dans l'avenir avec le développement de l'intelligence artificielle sur la société parce qu'ils disposent des équipes, des outils très performants. Donc cela dépend beaucoup de quelle manière nous imaginons notre futur. Donc il y a beaucoup de prophéties, je dirais, qui ont été faites dans les années 80 du siècle passé. En fait, on a beaucoup imaginé, surtout aux États-Unis, le futur de la société humaine. Donc on a le sentiment que la technologie est de plus en plus proche de l'homme, donc avec les cartes à puce qui est très proche de nous dans notre téléphone mobile. Et surtout, j'ajoute une chose, c'est que cette fois, il compte surtout sur les neurones artificiels. C'est comme pour fabriquer ces neurones près de neurones d'humains. Voilà, donc cela reste une imitation de l'homme. Donc je crois que la prédiction qui est le plus vraisemblable, c'est un jour une partie de fonction de l'homme, par exemple la mémoire, le calcul, sera remplacée possiblement par les cartes à puce, par les petites micro-ordinateurs implantés dans le corps de l'homme. Donc, je crois que si jamais un jour ça se réalise, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de tests qui essaient d'aider les personnes handicapées de retrouver ses capacités, etc. Donc, il y a les machines qui interviennent dans le corps humain et c'est une tendance. Et si cela va se réaliser en grande envergure dans ces sociétés humaines, alors les compagnies de technologie que vous avez évoquées auront le pouvoir sur chacun des individus qui utilisent sa technologie. Mais tant que cela n'arrive pas réellement du côté, disons, biologique de l'homme, donc si on ne fusionne pas l'homme et la machine, donc ce ne serait pas vraiment possible. Et quel est votre avis? Moi, je pense que ce n'était pas dénaturé. Depuis, disons, plus de 30 ans ou 40 ans, il y a deux options, deux camps qui font ce type de débat. L'un qui s'appelle futurologiste, en général, qui gonfle, qui exagère la capacité, tous les sens surhumains, alors qui a provoqué une crainte dans l'avenir, finalement, c'est la machine qui nous domine. L'autre, finalement, c'est une option plutôt sociologique. Quel que soit, disons, le degré de l'avancement de technologie, finalement, derrière, il y a toujours, ce sont des humains, des dominateurs humains qui dominent, qui contrôlent, qui manipulent une partie de l'autre humanité, le reste de l'humanité. Et depuis 30 ans ou 40 ans, même si on voit, disons, intelligence,
des choses intelligentes implantées sur le corps humain. Finalement, c'est pas le matériel qui contrôle l'humain. C'est derrière ces incarnations matérialisées en matière. Finalement, il y a toujours des sociétés, des humains, des dominateurs, encore humains. Voilà, là, moi, je pense que deux options fondamentales. L'un, c'est futurologiste, purement scientifique, purement matérialiste. L'autre, c'est avec un contenu sociologique qui participe à ce type de débat. Et moi, je me positionne dans le deuxième cas. Donc c'est un peu comme tous les films, quand on regarde les machines contrôlent la société humaine, c'est qu'il y a toujours un grand méchant derrière, c'est un homme. Je ne sais pas, faut-il peur de l'intelligence artificielle au fond? Peur dans deux sens. D'une part, bien sûr, ça crée certaines déréglementations. Ça change même le comportement, les critères de la vie humaine en commune. Et même, il y a beaucoup de science-fiction sur des humains clonage. Oui, le clonage aussi. Oui. Ça bouleverse l'ordre moral. Mais deuxième, je pense, plus important, comme maintenant sur le marché cyberespace, sur Internet, il faut des règles. Il y a des gens qui évoquent que, bon, dans l'avenir, l'intelligence artificielle vont créer des chômages de masse parce qu'il y a des robots qui vont être la femme ménage ou faire des choses à la place des humains. Et ça va créer des chômages de masse. Alors, je me demande à quoi ça sert d'inventer des robots qui vont créer des problèmes sociaux. Aujourd'hui, dans les usines, quand on n'a pas suffisamment de main-d'œuvre, on va remplacer ces main-d'œuvre par les machines, les robots. C'est pour, d'un côté, une question d'embauche, de disponibilité de main-d'œuvre sur le marché. De notre côté, cela dépend aussi de la question du coût. Donc, dans beaucoup de pays, la machine coûte 10 fois moins cher que le salaire des employés. Une fois acheté, ça peut continuer à travailler pendant 10 ans sans avoir besoin d'être payé, etc. Donc, il y a aussi ce souci de ce côté. Mais je crois que l'arrivée en masse des robots, des machines dans cette société qui va remplacer une partie du travail, du boulot de l'homme, cela va s'accompagner aussi à une restructuration de la société humaine. C'est-à-dire que quand on n'a pas besoin de travailler dans certains secteurs à haut risque, par exemple, on ne risque pas la vie humaine pour faire certaines choses, missions dangereuses. On peut ne pas avoir besoin de mémoriser plein de choses ou calculer plein de choses. Progressivement, le comportement, le modèle d'éducation va changer, l'homme sera éduqué autrement. L'homme deviendra de plus en plus paresseux. Il y a ce côté paresseux, mais je crois que non, on deviendra plus créatif, c'est-à-dire on a besoin d'être plus inventif. On doit se focaliser sur l'arrivée de la nouvelle situation, on doit savoir comment réagir, on doit inventer d'autres jeux, inventer d'autres modes de vie, etc. Donc l'homme doit faire les choses que les machines, les ordinateurs ne peuvent pas faire. Par exemple, aujourd'hui, dans les programmes, tout est programmé pour faire des choses qu'on connaît déjà, par exemple des jeux. Alors, peut-être demain, il y a la nouvelle situation, la découverte de nouveaux espaces dans la nature, etc. Donc, il y a plein de choses, d'autres domaines que la machine ne peut pas faire parce que ce n'est pas déjà pré-programmé dans la mémoire de la machine. Et quel est votre avis, monsieur? Chaque chose a ses envers. Il y a deux côtés positifs et négatifs. Je dirais le côté positif, c'est premièrement émancipation. Vous avez par exemple dans beaucoup de travail, dans des situations dangereuses, très froid, très chaud, insécurité, sous-marin, dans les mines, dans les charbons, etc., pénible, insécurité. Alors là, les robots ont un espace à se développer. C'est l'émancipation pour l'homme. Et le deuxième, c'était surtout, moi je suis tout à fait d'accord avec Van Kuhn, dans ce point-là, ça pousse la conversion. La conversion, parce que finalement, l'homme n'est plus le prisonnier mécanique, surtout comme beaucoup d'ouvriers aujourd'hui travaillent sur la chaîne, à la chaîne. C'est une sorte d'action opérateur, rassemblateur, etc. Alors là, le robot va libérer beaucoup. Et ça pousse des gens, surtout dans les programmations, dans la création. Et négatif, c'est bien sûr une certaine joie
qu'on travaille ensemble, humain, avec, avec des choses, disons, tout à fait rationnelles. Un froid, trop froid, avec le sens froid. Alors, ce type d'espace partagé, publiquement, ça à peu près réduit, sinon disparaît. Il faut trouver d'autres espaces, notamment dans les programmations et surtout dans les choses de création. Finalement, n'est-ce pas que, comme on dit, intelligence artificielle, c'est aussi une création humaine. Ça revient à l'humanité. En fait, après ce match entre l'homme et la machine, de nombreuses entreprises chinoises ont réagi. Où en est la Chine dans ce domaine? Je crois qu'aujourd'hui, il y a plusieurs marques chinoises qui sont, disons, sinon les leaders, les marques très puissantes, les sociétés très puissantes, dans ce côté de progrès technologique. Donc, ils investissent énormément dans l'invention de nouvelles technologies, de nouvelles matières pour pouvoir donc, fabriquer de nouvelles générations d'ordinateurs ou de téléphones portables ou tout ce qui peut être adapté et utilisé dans la vie de quotidien. Je crois qu'ils sont très, très forts, très puissants dans ce domaine-là et ils vont pouvoir quitter un petit peu le sens de l'évolution de la technologie dans les années à venir. Donc je crois qu'aujourd'hui, ça va beaucoup fasciner ces compagnies-là et je crois que le marché chinois qui a cette dynamique et qui a ce potentiel de consommation va aussi être le principal marché de consommateurs de ces technologies. C'est-à-dire que quand il y aura, par exemple, Google avait fait le premier pas, donc je crois qu'il y aura un concurrent chinois qui arrivera sur le marché pour adapter déjà pour le premier temps la technologie dans la façon la plus utile, peut-être adapté dans nos machines, mais deuxièmement, je crois qu'ils vont avancer, ils vont pouvoir concurrencer. Il y a une montée en gamme. Voilà, une montée en gamme, donc de défier cette intelligence artificielle, mais pas peut-être dans le jeu de Go, mais dans d'autres domaines. Mais je crois que pas à pas, nous verrons surtout sur le marché américain et sur le marché chinois, donc l'évolution très rapide de ces technologies et donc beaucoup de nouveaux produits de ces compagnies. Je crois que c'est une très bonne chose. Enfin, c'est surtout la scène la plus importante de l'évolution qui va attirer beaucoup l'attention du monde. Sinon, enfin, en premier lieu, notamment le monde de l'invention technologie scientifique, mais d'autre part, le monde du commerce. Et donc, peut-être le prochain auteur qui va prédire l'avenir de l'homme, ce serait un Chinois. Pourquoi pas Je veux dire que, grosso modo, disons, le monde se divise en deux rangs. Les plus inventeurs, le Japon et les États-Unis. Le premier est fort surtout en robot, en simulation, en imitation. Tandis que les États-Unis préfèrent plutôt l'intelligence artificielle, ajoutée, prédisposée. Et on est surtout, je dirais, notre pays, la Chine, se trouve peut-être dans 5e et 6e rang du monde. Mais depuis, je dirais, 5 ans environ, on a fait certains progrès. Surtout, par exemple, l'avion sans pilotage. Ou par exemple, à Tianjin, on a visité aussi de nouvelles usines, d'ateliers d'assemblage. On voit que les robots, surtout de soudure ou d'autres, qui commencent à remplacer les hommes humains. On n'est pas très triste, mais on se trouve tout de même dans le 2e rang, dans une 5e ou 6e position. Oui, moi je pense qu'aujourd'hui, avec le manquement démographique, avec, disons, surtout la progression, disons, technologique dans certains domaines, l'État a fait investissement, a fait un certain encouragement. Peut-être dans 5 ans, je dirais, nous, peut-être, dans l'intelligence artificielle ajoutée, implantée, on n'est pas encore très optimiste. En revanche, dans certains domaines qui va remplacer le travail humain très pénible, là, moi je pense que c'est urgent. C'est peut-être dans ce domaine, la Chine aurait fait de grands progrès. Vous êtes tous les deux plutôt optimistes sur l'intelligence artificielle et qu'on voit que ce match entre l'homme et la machine n'est pas une page qui doit faire peur aux gens, mais plutôt une opportunité pour voir une nouvelle vision dans le futur. Alors, merci à tous les deux d'avoir participé à notre émission. Merci. Et merci d'avoir suivi notre débat. À la prochaine.